Et c'est parti pour la fiscalité, accélérer la transition des entreprises. Quel rôle pour la fiscalité? On est très heureux d'accueillir Emery Jacquia en animateur, Olivia Grégoire, Fabrice Bonifay, Dorothée Benoît Broways, Julie Stoll et Sébastien Kopp pour nous parler de ce sujet passionnant. Merci de les accueillir. Bonjour, bon après-midi. On va démarrer avec un sujet qui, j'espère, ne vous endormira pas, la fiscalité. Comme accélérateur des transitions écologiques et sociales. Je suis Emery Jacquia, je suis entrepreneur, j'ai relancé la CAMIF, je dirige et j'ai cofondé également la communauté des entreprises à mission et je fais partie de ce collectif Nous sommes demain qui porte la conviction que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et que ce nouveau modèle d'entreprise contributive, d'entreprise qui se détermine une mission et une utilité pour la société, c'est la façon de mettre en place une économie plus soutenable, une économie nouvelle et possible. Pourquoi j'ai été choisi pour animer cette conférence sur la fiscalité ? Parce que je ne suis pas fiscaliste et que j'ai fait par contre il y a 4 ans un plaidoyer pour la TVA responsable qui n'a jamais abouti. Mais comme je suis persévérant, nous allons en reparler aujourd'hui. Est-ce que ce sujet est important au fond et est-ce qu'il est urgent? On va se remettre 3 millions d'années en arrière. Il y avait 65 000 australopithèques africanus il y a 3 millions d'années. C'est-à-dire à peu près la population de Niort répartie sur toute la Terre. Et ces australopithèques avaient de commun avec nous qu'ils partageaient la même atmosphère. Il y avait à ce moment-là 412 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Eh bien, j'aimerais vous décrire le monde dans lequel ils vivaient. Dans l'Antarctique, des arbres poussaient et le niveau de la mer était 20 mètres au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, depuis 20 ans, nos émissions de CO2 ont augmenté de 40%. Si on veut éviter les scénarios catastrophes, dans les 10 prochaines années, il va falloir diviser par 2 nos émissions de CO2. Moi, j'ai été un peu surpris qu'en fait, un virus, la Covid-19, fasse plus que 25 COP. Puisque cette année, nous avons baissé de 8% nos émissions de gaz à effet de serre grâce à ce virus, et c'est-à-dire que nous a mis sur ce bon chemin. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux qu'un virus pour nous transformer, pour changer l'économie et nous adapter à ce nouvel environnement? Moi, je fais le pari de l'amour, je fais le pari que ça n'est pas la peur qui doit guider notre évolution et notre transformation, mais c'est celle de l'envie profonde de réconcilier l'économie, le social et l'environnemental. Je pense que c'est possible et pour l'amour, il faut tout tenter, y compris la fiscalité. Voilà mon introduction. Alors, à nos intervenants aujourd'hui, j'ai posé une première question en préparant cette conférence. Est-ce que la fiscalité est le bon levier pour accélérer la transition écologique et sociale? Et je dois vous dire que j'ai eu une réponse unanime de chacun d'entre eux. Mais je vais commencer par toi, Sébastien, qui est président fondateur de Veja, donc Monsieur Basket responsable. Il y a pas mal de représentants sur scène qui ont ces baskets. Tu veux peut-être nous faire un petit préambule, parce que pour toi, la fiscalité, c'est bien, mais c'est la fiscalité pour tous. C'est très Covid-19 ce qu'on fait direct. Bonjour à toutes et tous, très heureux et honoré d'être là avec vous.
Je ne suis pas président de Veja parce qu'on est 2 cofondateurs et 2 co-gérants parce que Veja est une SARL qu'on a cofondée il y a 15 ans avec mon meilleur copain qui s'appelle Guilain et qui est devenue une entreprise, qui est devenue une grande PME de plus de 200 personnes au fil des années. Donc on a grandi petit à petit sans levée de fonds, sans Startup Nation, sans folie du capital, mais pas à pas, ce qui est bien pour une marque de basket. Et oui, on parlait hier tous les deux de la fiscalité, et je te disais, Aymeric, pour moi, pour Guilain, pour l'équipe Veja, la fiscalité, c'est la clé de voûte du système économique. C'est de cette façon-là qu'on répartit, qu'on re-répartit et qu'on crée une économie de la contribution. Et pour nous, qui sommes d'abord économistes et financiers, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on a monté Veja il y a 15 ans, c'est que cette économie ne va pas bien du tout. Cette répartition est complètement abîmée et vrillée, on le voit dans le monde entier, que les paradis fiscaux ne sont pas quelque chose de lointain ou d'invisible, mais sont partout. Dans les grandes entreprises françaises, dans les grandes entreprises américaines, dans les grandes entreprises asiatiques, partout, et utilisées non-stop, que cette fiscalité est inégale et injuste dans le sens où, Madame la Ministre me corrigera, même si elle n'est pas là depuis longtemps, je crois que le CAC 40, c'est entre 4 et 8% d'IS, d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le bénéfice, tandis qu'il est d'environ 30% pour les PME. Il y a des injustices criantes aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je te répondais non, je ne crois pas à la fiscalité écologique parce que la loi aujourd'hui n'est même pas respectée. Donc et c'est ça, je pense, le gros blocage de passer à une fiscalité écologique, c'est que la loi aujourd'hui est bafouée par les grandes entreprises, bafouée par les grands, entre guillemets, particuliers, et que l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale est partout. Les banques françaises ont des centaines de filiales dans les paradis fiscaux. Donc nous, avec Veja, on a essayé on ne pouvait pas tout réinventer, mais on a essayé de travailler avec l'existant, c'est-à-dire de passer par des banques qui n'ont pas de paradis, qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux, de payer. Veja est une SARL et paye tous ses impôts en France. On essaie de faire au mieux. Et je pense que le Covid dont tu parlais a été une grande claque pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de gens qui ne payent pas forcément bien leurs impôts, parce qu'on s'est rendu compte que payer les impôts, ça sert aux hôpitaux, que ça sert aux pompiers, que ça sert aux policiers, que ça sert à l'intérêt général, et que oui, pour nous, le capitalisme a un peu bafoué l'intérêt général, et on en parle en tant que chef d'entreprise. Et que cette fiscalité, ça serait pour moi la première chose à changer, ou en tout cas de faire respecter la loi et de l'appliquer pour tout le monde. Par exemple, je sais, pour l'actualité brûlante, que les joueurs du PSG, par exemple, ne payent pas du tout, alors qu'ils sont payés 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros par an, ils ne payent pas du tout l'impôt sur le revenu comme tout le monde. Ils ont des tarifs négociés, etc. C'est, si vous voulez, pour moi, un jeu. Quand on dit il n'y a plus d'argent en France, quand on dit on n'a pas assez d'argent pour l'hôpital, la police, etc., ou même les fonctionnaires ou les profs, écoutez, en fait, l'argent, il est là, mais l'argent, il n'est pas payé par ni Google, ni Amazon, ni Facebook, ni le CAC 40. Donc je pense qu'il y aurait une grande action fiscale à mener, et ensuite, on pourrait parler de fiscalité écologique qu'on réclame, toi et moi, depuis très, 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 très longtemps. Merci Sébastien. Voilà. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que Veja paye plus d'impôts que Google et Amazon en France. Donc, Julie, pour toi, Julie, tu es donc DG de Commerce Équitable France. Pour toi, la fiscalité doit être la façon de faire passer de la niche à la norme. Et pour toi, c'est vraiment un enjeu d'embarquer tout le monde dans cette transition. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, pour toi, la fiscalité est importante ? Oui, merci pour ton invitation et merci pour ta question. Je partage évidemment l'avis de Veja sur le besoin de plus de justice fiscale.
Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut effectivement utiliser le levier fiscal pour envoyer des signaux prix aux entreprises. Aujourd'hui, si on regarde le secteur du commerce équitable, il est composé d'environ peut-être 300 entreprises en France, entre 300 et 500 entreprises qui proposent des produits issus du commerce équitable aux consommateurs. Et ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont dans une stratégie de partage de la valeur, de partage de la richesse qu'ils créent en ayant un comportement équitable vis-à-vis de leurs fournisseurs. Le commerce équitable, il est régulé par la loi française sur l'économie sociale et solidaire, l'article 94, et il prévoit effectivement que les entreprises payent un prix juste basé sur les coûts de production. Et donc si on fait le bilan de cette démarche qui existe en France depuis une grosse trentaine d'années, c'est un bilan qui est globalement positif. Aujourd'hui, c'est un marché qui est florissant, qui pèse à peu près 1,5 milliard d'euros. Les entreprises qui s'engagent dans le commerce équitable sont en forte croissance. Le secteur a une croissance à plus de deux chiffres depuis plus de 5 ans. Donc on pourrait considérer que c'est un succès. C'est aussi un succès écologique parce qu'on s'aperçoit que les entreprises qui se comportent de manière équitable avec leurs fournisseurs, elles donnent leurs moyens à ces fournisseurs, qui sont souvent des producteurs agricoles, puisque l'agroalimentaire, c'est à peu près 95% du commerce équitable, elles donnent les moyens aux producteurs, non seulement de vivre dignement de leur métier, mais aussi de s'engager dans la transformation de leur mode de production. Donc aujourd'hui, plus de 80% des produits équitables sont aussi labellisés agriculture biologique. Donc on est sur un succès économique, on est sur un succès social, on a des dizaines d'études d'impact qui montrent que le commerce équitable permet de réduire la pauvreté, et on est sur un succès écologique. Je pense qu'on est aussi sur un succès culturel, un succès sociétal. Aujourd'hui, la plupart des Français connaissent le commerce équitable et sont totalement en phase avec cette idée qu'il faut partager la valeur, il faut partager la richesse, et il faut payer un prix rémunérateur aux producteurs. Et pourtant, malgré ça, malgré le fait que ces entreprises sont rentables, ça n'a pas suffi, en fait, la démarche volontaire n'a pas suffi à insuffler ces valeurs et ces pratiques dans l'ensemble de l'économie, et ni même dans l'ensemble de l'agroalimentaire, si on regarde uniquement ce secteur-là. Et donc on est dans cette situation paradoxale où on a d'un côté des entreprises qui sont vertueuses, qui partagent la valeur, qui arrivent à concilier les défis économiques, les défis sociaux et les défis écologiques, et qui cohabitent avec des entreprises qui ne jouent pas ce jeu-là. Ces deux types d'entreprises, elles créent de la croissance économique, elles créent des emplois, mais certaines répondent aux défis sociaux et écologiques et les autres non, et elles ont la même pression fiscale. Et donc nous, on pense aujourd'hui que pour aider ces entreprises qui ne sont pas encore volontaires à devenir un peu plus volontaires, il faut toucher au cœur de leur business model à travers la fiscalité. Et il faut une fiscalité qui soit incitatrice, qui incite les entreprises à s'engager dans des process qui permettent le partage de la valeur, de réduire les inégalités, de créer des emplois, mais aussi de transformer les modes de production et les modes de consommation. Et on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là. Merci Julie. Fabrice, pour toi qui est directeur de développement durable du groupe Bouygues et puis qui dirige le C3D, on n'a plus que 3000 jours avant la fin du monde. C'est ce que tu m'as dit en introduction de cette conférence, donc c'est super. C'était hier. Hein. Oui, c'est ça. De 1999. Merci. Donc pour faire émerger ces nouveaux modèles que on appelle tous de nos voeux, tu penses qu'il faut utiliser ce levier fiscal pour décarboner l'économie mondiale et peut-être aussi pour faire accepter au plus grand nombre de vivre différemment, de vivre mieux, mais peut-être avec moins. Est-ce que tu peux nous développer un peu ta vision sur l'économie de l'usage et sur la fiscalité qui pourrait être associée à l'émergence de ces nouveaux modèles ? Oui, alors, vu le temps qui nous reste, effectivement, parce que je suis persuadé, mais ce n'est pas une boutade, hein, si on écoute bien les scientifiques, parce que c'est eux qu'il faut écouter aujourd'hui, que maintenant le temps du blabla est terminé. On a perdu déjà des années. Hein, ça fait 40 ans que les scientifiques s'époumonnent en nous disant que le mode de développement que l'on connaît aujourd'hui et qui concerne à peu près... il y a 50% d'émissions qui sont émises par 10% de nantis dont on fait partie. Donc l'effort, il est surtout chez nous. Et si on veut voir un changement de trajectoire, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. L'outil fiscal est un bel outil. Alors, taxer quoi ? Il faut taxer le carbone, bien sûr. Alors, le taxer le carbone en expliquant correctement aux gens pourquoi il faut le taxer. J'ai rencontré les gens de la Convention citoyenne pour le climat. Beaucoup sont arrivés au début de cette aventure. Certains même étaient climato-sceptiques. Hein, et ils ont eu la chance d'avoir
des experts qui sont venus leur expliquer la relation entre l'économie et l'énergie, des climatologues qui sont venus leur expliquer le rôle des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique, etc. Et comme c'est des gens qui avaient la tête normalement faite, comme la plupart d'entre nous, ils ont fini par comprendre qu'ils s'étaient trompés, ils ont fini par comprendre que l'ennemi c'était le carbone. Et ils ont changé d'avis, bien sûr, et aujourd'hui ils réclament des mesures fortes des pouvoirs publics pour éradiquer ce qui est mal, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour faire ça, il y a un outil formidable qui s'appelle la taxe carbone. Donc il faut la réhabiliter en France, en Europe. Ça a été dit d'ailleurs hier ou avant-hier à l'université d'été du MEDEF par le Premier ministre, mais c'est le Xème Premier ministre qui en parle, c'est le 13 ou 14e ministre de l'Environnement en France qui en parle, mais on attend toujours. Donc il faut une taxe carbone qui soit progressive, qui soit bien sûr expliquée. Il faut augmenter très fortement le coût des énergies sales et diminuer le coût du travail pour que, bien sûr, les gens qui ont moins de moyens puissent vivre décemment. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et il faut le faire tout de suite, compte tenu que la plupart des solutions qui sont des solutions éco-responsables plus propres, c'est normal qu'au début, elles soient plus chères. C'est tout à fait évident. Et donc, si on veut rendre ces solutions éco-responsables, plus populaires, plus utilisées par la majorité des gens, eh bien, il n'y a rien de mieux que la régulation pour ça. Donc maintenant, on l'a dit, on l'a répété, il y a eu des grandes commissions qui sont réunies pour travailler sur ce sujet. On sait pourquoi, d'ailleurs, la puissance publique ne l'a pas encore fait. Il y a tout un tas de raisons. Il faut s'attaquer aux causes primaires et il faut avoir simplement le courage politique parce que c'est la seule chose à faire aujourd'hui. S'il y avait vraiment une seule mesure à prendre au niveau d'un gouvernement aujourd'hui en France, c'est de taxer le carbone. Ok, merci Fabrice. Dorothée, taxer le carbone, tu es journaliste à Tech for Life et puis ça fait pas mal d'années que tu réfléchis sur ces sujets, la triple comptabilité, tout ça. Est-ce que la fiscalité est un bon outil pour accélérer cette transition écologique et sociale ? Bonjour à tous, merci pour cette organisation et cet effort important de visibilité de nos perspectives qui se manifeste. On a entendu hier Laurence Tubiana extrêmement pathétique presque dans l'urgence que mentionne Fabrice. La fiscalité, oui, c'est pas un sujet majeur pour nous à Tech for Life. Parce que Tech for Life s'emploie à rendre nos activités éco-compatibles. Aurélien Barraud, hier, a dit « tout n'est pas compatible avec tout ». Il a donné plusieurs exemples. L'exemple le plus important, il me semble, c'est que l'économie n'est pas compatible avec le vivant. L'économie actuelle organise, en fait, un aveuglement. Et pour nous, si la fiscalité est un levier extrêmement important, et il faut y aller. Je crois que Romain Ferrari a fait d'énormes efforts avec la Fondation 2020 pendant des années aussi. Donc, beaucoup d'outils sont là. Mais, si vous voulez, l'image qui me vient, c'est celle d'un bateau troué parce que l'économie malade. Et on essaye d'écoper, et on écope avec des outils qui sont de la fiscalité ou des choses comme cela. Alors, c'est extrêmement pathétique, encore une fois, ça va être mon leitmotiv, parce qu'il nous faut regarder où nous voulons aller et qu'est-ce que nous voulons encourager. Et Julie a été très claire en disant l'argumentaire de pourquoi la fiscalité, pour encourager, discriminer des économies différentes, des perspectives, des raisons d'être différentes, eh bien c'est cela qu'on ne peut plus faire autrement. Et pour nous, à Tech for Life, et sans qu'on ait vraiment choisi, mais c'est, je dirais, notre histoire de connexion à la bioéconomie qui nous y a menés, et notamment le lien avec Alexandre Rambaud qui dirige la chaire sur la comptabilité écologique, eh bien notre cœur de travail aujourd'hui, c'est la comptabilité écologique. Parce que c'est vraiment l'ADN d'une entreprise, c'est la traduction monétaire de l'activité et que nous constatons que la comptabilité actuelle est aveugle à des capitaux absolument nécessaires à la production que sont les capitaux naturels et humains. Donc cela, je crois que tout le monde en convient, nous en sommes ici. Maintenant, que faisons-nous ? Nous essayons, donc, nous avons fait un tribunal pour les générations futures à ce sujet il y a juste un an avec Jacques Richard, qui a été accusé de
faire exploser le système. Et nous avons débouché sur une alliance Compta Régénération 2020 qui implique aujourd'hui une quarantaine d'acteurs, donc 7 collèges différents. On ne travaille pas du tout uniquement avec les entreprises parce que Tech for Life fabrique des communautés apprenantes, parce que la comptabilité est une affaire politique. Et cette alliance qui comprend donc une dizaine d'entreprises importantes, Danone, Veolia, Crédit Coopératif, la Maïf, la Poste, etc., permet de s'exercer, de s'avancer, de pousser l'expérimentation, de tracer des voies, de voir ce qui est pertinent, de manière pragmatique. Et il faut nous mettre ensemble, entre parties prenantes, avec les corps organisés, pour véritablement travailler sur la chose publique, puisque ces biens communs que nous avons doivent pouvoir être préservés. Aurélien Barraud a parlé de l'habitabilité de la Terre. Dans ton introduction, quand tu parles de l'atmosphère, et Bruno Latour insiste là-dessus, c'est une fabrique d'une communauté de vivants qui a permis de faire monter l'oxygène, de faire descendre le CO2. C'est donc le fruit d'une histoire. Et donc, vous avez vu que Jean Covici a indiqué que si nous arrêtions aujourd'hui de produire du CO2, on mettrait 10 000 ans à revenir au niveau de 1750. Donc vous voyez la gravité du constat qui ne nous empêche pas de voir l'avenir de manière optimiste, parce que la reconfiguration de l'économie, la relance, doit se faire au prisme du régime de transition écologique. Nous n'avons plus le choix, et c'est enthousiasmant. C'est-à-dire que ça n'est pas du moins, c'est du autrement. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des dynamiques extrêmement fortes, et ce que permet la fiscalité, pour revenir sur ce sujet-là, c'est d'encourager des dynamiques. Mais peut-être le point majeur va être de s'entendre sur les indicateurs de ce qu'on encourage. Mais ça, c'est une affaire de vie politique commune à l'échelle de la France, mais de l'Europe et au niveau international. Merci Dorothée. Alors, on va passer un peu dans le concret maintenant. Quand je vous ai demandé à chacun de citer une bonne mesure fiscale engagée par l'État français depuis toujours sur la transition écologique et sociale, en fait, j'ai une réponse là aussi assez unanime. Zéro, aucune. Vous avez dit aucune mesure fiscale, sauf peut-être du côté de nos amis suédois sur les vélos, sur les véhicules électriques, ou chez les Allemands, les consignes sur les canettes de bière. Bon, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Par contre, Olivia, nous avons une bonne nouvelle, c'est que le collectif Nous sommes demain a planché sur la question et vous propose aujourd'hui 3 mesures à inclure dans le plan de relance. J'ai compris qu'aujourd'hui, vous aviez demandé à Bruno Le Maire de ne pas sortir son plan de relance cette semaine pour justement pouvoir intégrer ces suggestions de l'Université de l'économie de demain à votre plan de relance. Donc merci. Je vais vous les présenter. Il y en a 3. 3 propositions. La première, c'est d'instaurer un bonus-malus social et écologique qui serait assis sur des critères transparents et applicables à toutes les entreprises dans tous les secteurs. La deuxième mesure serait de mettre en place un crédit d'impôt, innovation et transition sociale et écologique. Et la troisième mesure serait de rendre accessibles les produits socialement et écologiquement responsables en réduisant la TVA. Alors, Olivia Grégoire, vous êtes la ministre de tutelle de Bruno Le Maire? Non, pas tout à fait. La secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Et je vous propose d'écouter d'abord les témoignages de Julie et de Dorothée qui vont essayer de vous défendre ces 2 premières mesures pour ensuite réagir à ce qui a été dit et réagir avec peut-être les mesures que vous avez en tête dans le plan de relance. Julie, et peut-être sur... Olivia, bon, okay. Olivia d'abord. Déjà, par correction, saluer l'auditoire, quand même. Je garde mon masque et je m'en excuse, mais c'est aussi un symbole. On ne peut pas demander aux Français de faire des choses et que les politiques ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Donc ça commence par soi et ça commence par le garder.
Je suis très heureuse d'être ici. Certains me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas. Mais je suis la même depuis longtemps, donc ça ne va pas changer. J'aime bien être directe, franche, pragmatique et efficace. Donc je ne peux pas laisser dire certaines choses et je voudrais juste réagir quand même à chaud. Et on va revenir sur la fiscalité très précisément. Déjà, je ne suis pas une fiscaliste, je ne suis pas une budgétaire. Je suis plutôt une historienne à la base et j'ai passé 3 ans au Parlement à la Commission des finances. Je crois qu'on a sur la fiscalité en France, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, parfois des perceptions qui sont pas justes. Aussi parce que c'est une matière aussi aride que technique et parfois rébarbative, et tu l'as dit, Emery. Et je le dis d'autant plus que je ne suis pas tombée dedans étant petite. Le taux d'impôt sur les sociétés n'est pas de 30% pour les PME et de 8% pour les boîtes du CAC 40. C'est une fake news qui tourne depuis 3 ans, 4 ans. L'IB avait fait, je crois, en 2017, un point intéressant dans sa désintox qu'on aime tous. Et juste vous rappeler que le taux d'imposition en France est de 28%. Et qu'il est même supérieur pour les boîtes qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisqu'il atteint même 31%, et sans endormir personne, vous rappelez qu'on a pris un engagement de trajectoire pour l'amener à 25% en 2022, et qu'on n'a pas changé de braquet malgré la crise, et que cet impôt sur les sociétés baissera, mais il est même de 15% pour les TPE, donc le taux d'IS aujourd'hui, légal, n'est pas différencié et plus favorable pour les plus grandes que pour les plus petites. Néanmoins, comme je suis lucide, je sais que les grosses boîtes ont souvent des dispositifs, des acteurs, des cabinets externes pour parvenir à rationaliser, pour le dire poliment, leurs dépenses fiscales. Ça peut s'appeler de l'optimisation fiscale. Il ne faut pas non plus tout confondre, et pardonnez ma franchise, l'optimisation fiscale n'est pas de l'évasion fiscale. Je pense qu'il faut dire les choses avec précision. Et je crois aussi que vous avez en fin de journée une table ronde passionnante avec des députés, dont Dominique Potier et dont aussi Émilie Cariou. On n'est plus aujourd'hui dans le même groupe parlementaire, mais c'est pas très grave. Émilie Cariou est pour le coup une vraie grande fiscaliste. C'est intéressant de voir ce qu'elle a fait quand même sur le verrou de Bercy. On peut dire qu'on n'a rien fait depuis 3 ans, mais je peux pas laisser dire en fiscalité que des travaux comme celui de faire sauter le verrou de Bercy pour l'évasion fiscale sont des actions anodines. C'est le fruit d'années de boulot. Ça se voit pas beaucoup, c'est sacrément aride, mais c'est quand même fait et c'est quand même une réalité. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'en fait jamais assez. Ça, je l'ai entendu et je l'ai compris. On en fait, j'ai le sentiment, jamais assez et jamais assez vite. La taxe carbone, j'étais au Parlement quand on a tenté d'accélérer, et j'étais au Parlement quand on s'est fait stopper. Je pense que c'est un sujet délicat, mais pour le coup, je partage le point de vue de Fabrice Bonifay. Je pense que s'il y avait aujourd'hui une chose fondamentale à mettre en œuvre rapidement, c'est cette taxation. Par contre, je vais être très clair. Moi, je veux un pays plus vert, mais je ne veux pas un pays vide. On ne peut pas le faire seul. Ce serait suicidaire pour nos entreprises que de le faire seul, et suicidaire pour nos salariés, accessoirement. Donc c'est l'Europe qui doit le faire. On doit faire bouger l'Europe, et vite. Je crois que je trahis aucun secret si je vous redis, et je crois que Jean Castex l'a redit, mais Bruno Le Maire l'a redit aussi, c'est aujourd'hui l'un des sujets majeurs qu'il porte pour que l'Europe se positionne et qu'on ait un prix du carbone aux frontières de l'Europe. Mais on ne peut pas raisonner tout seul sur ces sujets-là. Et je vous le dirai aussi sur le sujet de la performance extra-financière dont vous avez parlé toutes les deux. Parce que là aussi, je suis complètement d'accord, ce qui va me permettre de revenir sur les points précis. Mais en gros, le message, parce qu'on est amené à se revoir et à bosser ensemble, le premier message que je voulais vous dire, c'est que globalement, je ne me suis pas arrêté qu'à la fiscalité. Sur l'ensemble de vos propositions, pour ma part, je converge sur la destination et sur la finalité. Je converge même souvent sur le chemin. Par contre, je pense qu'il y a des chemins qu'on doit baliser. Et que si on ne les balise pas, si on ne met pas des étapes, le politique se plantera, mais ça c'est l'apanage du politique, mais on plantera l'enjeu, on plantera le sujet et on plantera la démarche. On l'a vu avec la taxe carbone. Mal goupillé, mal fait, total et bénéfice, on a tous perdu 3 mois. Pour moi, c'est un exemple très fort de ce qu'il ne faut plus qu'on fasse et de ce qu'on ne peut plus faire en matière de méthode. Donc, la destination et le chemin, et ce n'est pas une façon de ne pas répondre, on va reprendre 5, 6, 7 et 11.
Je vais vous dire là où je suis d'accord, là où je suis pas d'accord, et les étapes, à mon avis, qu'il faut qu'on fasse ensemble. Je peux le faire tout de suite si tu veux. Sébastien, tu veux dire? Juste, le micro ne marche toujours pas, c'est moi. Non, je voulais juste vous répondre, Madame la Ministre, parce que je ne me fais pas souvent attaquer ni dire que je dis des fake news. Donc, pour être un peu plus poli, donc juste pour rectifier, parce que le taux d'IS sur les sociétés en France, c'est 28% jusqu'à 500 000 € de bénéfices et 31% par la suite. C'est pas ce que vous avez dit, mais c'est pas grave. Ça fait un mois que vous êtes nouvelle. Non, monsieur, pardon, désolé. Non, vous avez dit 28%. Vous avez dit 28%. Le taux d'IS est de 28%. C'est sur les 500 000 premiers euros. Oui, après c'est 31%. Ensuite, c'est exactement ce que j'ai dit sur les boîtes de plus de 250. Non, mais je sors de la commission. D'accord. Et du coup, j'ai une question. Donc pour vous, qui connaissez bien le CAC 40, etc., pour vous, les sociétés du CAC 40, parce que vous avez éludé complètement les GAFA, mais ne parlons pas des GAFA, parce que c'est vraiment impossible d'en parler. Pour vous, le CAC 40, c'est combien le taux d'imposition des sociétés du CAC 40, pour être précis et pour éviter les fake news? Bah, écoutez, moi je veux bien qu'on joue à un questionnaire fiscal, je suis pas sûr que ce soit l'objet, et pardonnez-moi, c'était pas du tout agressif à votre endroit. Ce que je veux juste dire, c'est que... Non, mais non plus. Non, mais quand vous dites 30% les grandes boîtes, 8% les PME... Ah, oui, pardon. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est quoi le cas alors aujourd'hui? Bah, le cas aujourd'hui, c'est que les entreprises payent 28% de taux d'imposition et les entreprises au-delà de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, au-delà de la tranche de 500 000 euros, 31% de taux d'imposition. Vous m'autoriserez, si ça vous intéresse, à ce qu'on dépasse ce sujet fiscal. Et j'ai aucun tabou sur les GAFA, donc on peut en parler. Et pardonnez-moi si j'ai pas répondu. Les GAFA, on a porté une taxe, on la porte à l'OCDE et on va la porter en Europe. Et c'est un sujet tabou pour peut-être d'autres gens, mais pas moi. Et je pense que là, pour le coup, on est complètement d'accord. Et on a essayé, et je pense que, après je ne vais pas parler au nom de Bruno Le Maire, mais je pense que la détermination, elle est totale là-dessus. On a essayé de le faire en France, on s'est fait un peu critiquer, parce que pour qu'elle vole, il faut qu'elle soit portée au plan européen. Il a même été dit par Bruno Le Maire qu'il allait peut-être falloir remettre en question, à ce sujet précis, la règle de l'unanimité pour pouvoir y parvenir, au même titre que sur la taxe carbone. Ce n'est pas des phrases anodines. C'est-à-dire qu'on est prêt à pousser un changement de façon de faire en Europe pour parvenir à poser cette taxe GAFA et à poser cette taxe carbone aux frontières. Bon, ça c'est de bonnes choses. Donc maintenant, Olivia, est-ce que vous voulez réagir sur les propositions, le bonus-malus social et écologique qui serait assis sur des critères transparents, applicables à toutes les entreprises? Est-ce que ça vous paraît une bonne solution? Et est-ce que vous le défendez? Alors, je pense que c'est une solution plus que bonne. Je pense que elle devient indispensable. Ce qui m'intéresse en vrai le plus dans cette proposition, c'est la deuxième partie. Et pour être très pragmatique, c'est comment fait-on pour ensemble, assez rapidement et de façon multipartite, on arrive ensemble à poser des critères transparents qui permettent aussi la certification, l'évaluation des pratiques. Parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi les vertueux et ceux qui se cachent derrière des pratiques moins vertueuses. Sur ce sujet des critères, je pense qu'il faudrait qu'on avance assez vite. Je vais vous recevoir et j'ai des propositions à vous faire là-dessus. Si ça atterrit, que ça atterrit sur un bonus malus social et écologique, me convient. Excellent. Bah, c'est une bonne nouvelle parce que la transparence, c'est vraiment un sujet clé. Et on a travaillé avec le collectif Nous sommes demain sur un impact score, sur voilà, je crois qu'il faut qu'on s'entende sur le socle, effectivement, sur lequel on pourra asseoir après des mesures fiscales. Sur la mise en place d'un crédit d'impôt, innovation et transition sociale et écologique, Julie, tu veux peut-être dire un mot, Julie, avant que Olivia puisse réagir, sur finalement le coût d'une démarche volontaire et le bénéfice. Oui, absolument. Oups, ça marche pas. Ça va marcher. Ça va marcher? Oui. Essaye. Ok. La régie? Oui, ok, merci. Oui, je pense que c'est intéressant de regarder les trajectoires des entreprises qui sont pleinement engagées dans la transition écologique et sociale, écologique et solidaire, et de regarder ce que ça produit sur ces entreprises et aussi sur la société. Et ce qu'on voit, c'est que il est possible de concilier des objectifs économiques, écologiques et sociaux, mais souvent, il n'est pas possible de les optimiser, les trois à la fois.
Il y a des choix à faire, et c'est là où la triple comptabilité est absolument indispensable pour pouvoir faire ces choix, pour pouvoir les piloter. Et ce qui est très intéressant dans les démarches que nous portons dans le collectif Nous sommes demain, c'est qu'on a un panel d'innovation sociale et d'entrepreneurs qui, depuis des années, testent des modèles, mettent en place des référentiels, mettent en place des bonnes pratiques, mesurent des impacts, les font certifier. Donc il y a une foison de méthodologies qu'il faut effectivement probablement aujourd'hui arriver à mieux connaître du côté des pouvoirs publics pour pouvoir mieux les valoriser et identifier ce qui peut faire vraiment levier de changement. Mais donc quand on regarde ces entreprises qui souhaitent se transformer ou qui se sont déjà transformées, il est évident que répondre aux défis sociaux et répondre aux défis environnementaux et être en même temps rentable, ce n'est pas compatible avec du low cost. Ce sont souvent des démarches qui coûtent plus cher. Et forcément, ça se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le coût du produit in fine auprès des consommateurs. Quand on fait des allégations sociales, des allégations environnementales, il faut pouvoir le prouver. Donc souvent, il faut une certification. Il faut payer des auditeurs qui vont venir vérifier nos pratiques. Ben, ça aussi, ça se retrouve dans le coût du produit. Et puis, il faut de la traçabilité. Parce qu'il faut que ces allégations, elles soient conformes d'un bout à l'autre de la chaîne. Et tout ça, ça se retrouve aussi, in fine, en bout de course sur le prix du produit. Donc on est dans une situation où ces secteurs sont plutôt en croissance, malgré tous ces handicaps en termes de coûts, mais ne sont absolument pas soutenus. Nous, dans notre secteur, dans le commerce équitable, il n'y a aucune politique publique favorable au développement du commerce équitable. Il y a un plan de soutien au commerce équitable qui a été annoncé il y a 3 ans, qui a été inscrit dans diverses stratégies ministérielles. Il n'existe toujours pas. Et les entreprises aujourd'hui que les labels de commerce équitable vont voir pour les inciter à changer de modèle, à passer en équitable, elles disent ben non, mais c'est trop cher. Le coût de la transition écologique, le coût de la transition sociale, il n'est pas toujours accessible aux entreprises. Donc quand on parle d'un crédit d'impôt transition écologique et sociale, c'est ça, c'est aider les entreprises qui vont investir dans le changement à passer le cap pour que ces entreprises soient sur un pied d'égalité entre celles qui répondent aux triples défis économiques, écologiques et environnementaux et inciter les autres à répondre à ces défis aussi. Alors Olivia. Je vais répondre assez rapidement parce qu'en fait, il y a différents sujets dans ce sujet. À proprement parler, la démarche de labellisation, éco-certification, je dis peut-être une erreur, donc n'hésitez pas à me reprendre. C'est une démarche qui est plutôt en aval et qui n'est pas la plus coûteuse dans le processus de création d'un bien ou d'un produit socialement, écologiquement responsable. Moi, j'ai le sentiment, et ça n'est peut-être qu'une fausse impression, j'ai le sentiment que c'est tout l'amont, la recherche de fournisseurs, la recherche de matières, la distribution, l'approvisionnement, etc., qui est beaucoup plus coûteux. Je me demande, et comme pour le coup, là, je suis beaucoup moins calé que sur les sujets de fiscalité et que je ne suis pas entrepreneuse, ça m'intéresserait de savoir, typiquement sur les baskets Veja, je voudrais savoir, vous, j'ai pas d'idée sur la proportion, mais j'ai le sentiment que c'est très en amont, que ça coûte très cher en matière d'investissement. Est-ce que, par exemple, vous avez une partie des dépenses qui peut être imputée sur du CIR, dans le cadre de recherche et d'innovation par rapport à votre activité, ou pas? On ne le fait pas... le micro... Ouais, ça marche. On ne le fait pas beaucoup pour des raisons de temps, plutôt que de... Et puis aussi, on est assez libre et on aime bien rester assez indépendant d'un point de vue étatique. On fait tout au Brésil. On a été éligible et on est éligible sur plein de choses. On l'a fait sur, je crois, en 2013, quand on a beaucoup, 2012, pardon, quand on a beaucoup investi sur les teintures naturelles. C'était un gros projet qui pouvait être partagé en plus avec d'autres entreprises françaises. Mais on ne cherche pas forcément, nous, ces choses-là. Après, il y a plein d'entreprises industrielles en France qui seraient, je pense, beaucoup plus intéressées et, par ces mécanismes-là. Et en revanche, oui, une Veja, ça coûte, si vous faites celle-là dans une autre marque, dans des conditions normales, c'est-à-dire des conditions abominables, elle coûte entre 5 et 7 fois plus cher à faire comme on l'a fait, c'est-à-dire avec des matériaux écologiques, dignité des travailleurs, conditions sociales acceptables,
et tout le long de la chaîne clean. Mais bon, nous on a pris ce chemin-là parce que la basket s'y prête bien, d'autres produits s'y prêtent moins bien et ont besoin de ce crédit impôt recherche innovation. Alors, en général, et pardon, c'est un peu jargonneux, mais je ne suis pas très fan des crédits d'impôt, je ne vais pas vous surprendre. Je suis plus fan des investissements en dur, en structurel. Et accessoirement, même si j'ai été nommé fin juillet et que ce sera difficile pour ce PLF-là, mais je peux vous garantir que vous pouvez compter sur moi pour que l'économie sociale et solidaire dispose de sa propre ligne budgétaire, ce qui, en 2021, me semblerait être important. Ça paraît anodin et du gadget, c'est loin de l'être. Et accessoirement, on en reparlera. Mais moi, ce que je comprends, pour être très pragmatique, c'est comment fait-on pour que des produits éco-socialement responsables arrivent en bout de chaîne en évitant 30% plus cher en prix d'achat pour le consommateur, basiquement. On a plusieurs outils pour ça. Je pense qu'il y a peut-être un élargissement, une amélioration, une adaptation peut-être du CIR à proposer, à réfléchir, spécifiquement pour le secteur de la transition écologique et sociale. Et ça me permet d'aller directement, et sans tabou, mais ça, c'est pas nouveau, à la question 7. Je suis, s'il fallait choisir entre 6 et 7, mon général, parce que je suis pas sûr qu'on puisse faire les deux, je suis plus favorable au 6 qu'au 7. La TVA, et on en reparlera. D'abord, c'est pareil, redire quand même que la France, en matière de TVA et de taux moyen de TVA en Europe, on n'a pas à rougir. On a un taux qui est plutôt assez faible. Je sais que les Allemands ont pris des mesures récentes post-Covid, mais je rappelle juste que les Allemands ont pris des mesures de baisse de TVA pour converger vers le taux de TVA réduit français, aux alentours de 5%. Donc, il se rapproche de nous, donc je ne pense pas que ce soit le bon vecteur, et je ne pense pas, à l'aune de certaines expériences passées, que ce soit le vecteur qui permet au consommateur final de bénéficier le plus clairement de la baisse de prix. On l'a vu dans d'autres secteurs par le passé. J'ajoute à ça que c'est... C'était pas pareil dans d'autres secteurs. Ouais. C'est-à-dire que l'hôtellerie-restauration, si c'est celui-là auquel vous faites allusion, ça existait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'hôtels et de restos en France qui sont passés de 15, non, ils avaient combien 12 ou 15 à 5,5. Et tandis que là, on parle d'un monde qui n'existe pas, un monde que vous pourriez contribuer à aider à inventer, c'est-à-dire des produits plus écologiques, des produits qui ont moins d'externalités négatives, et on parle encore d'intérêt général, que ce soit en amont de la chaîne ou en aval, termes recyclage, fin de vie, etc. Et là, je trouve que ça serait un incentive, pas pour les gens qui le font déjà, mais plutôt pour ceux qui n'en font pas, type un constructeur automobile qui ne fait pas de voiture électrique et qui pourrait avoir un incentive à en faire. C'est là où ça crée, comme vous le dites, j'aime bien votre expression de créer des chemins, et c'est là où ça crée un chemin et un appel d'air et un incentive pour qu'il y en ait plus, parce que les produits écologiques aujourd'hui, il y en a très peu. Alors, il y a Fabrice qui veut réagir et Dorothée sur cette mesure très controversée de la TVA responsable. Il n'y aura pas d'économie circulaire s'il n'y a pas de TVA différenciée. C'est une vue de l'esprit. Quand on écoute les économistes éduqués sur ces sujets, ils nous le disent tous. Nous, dans le bâtiment, par exemple, c'est aujourd'hui plus rentable d'acheter du neuf que de faire du réemploi. C'est juste inacceptable. On a moyen aujourd'hui, il y a des obligations de faire des diagnostics matières lorsqu'on fait la déconstruction d'un bâtiment, mais compte tenu du coût de main-d'œuvre pour la déconstruction et de ce qu'on récupère comme matière première secondaire qui peut être remis ensuite dans le circuit industriel au même coût de TVA que le neuf, c'est juste pas possible d'un point de vue compétitivité. Donc si on veut faire en sorte de rendre le réemploi rentable, il faut une TVA différenciée. Et là, c'est créateur d'emplois, c'est hyper inclusif, ça ne se délocalise pas. Les seuls perdants, c'est ceux qui fabriquent des éléments finis à l'extérieur de la France. C'est eux qui vont perdre. Bon, c'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Et de toute façon, ils seront taxés sur le carbone dans quelques temps. J'ai bien compris, Madame la Ministre. Il y aura une taxe carbone aux frontières européennes bientôt. Ça fait longtemps qu'on entend ça aussi. Et c'est pour ça que l'unanimité, il faut vraiment faire sauter ça. Parce que si on attend l'unanimité, les Polonais sont contre, etc. Donc on sait très bien qu'on va encore en prendre pour 5 ans. Je pense qu'il y a moyen de commencer la taxe carbone en France, comme ça avait été tenté, mais mal expliqué. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, il faut refaire la pédagogie. Mais si ça ne marche pas au niveau européen, il faut le faire en France tout de suite.
Et cette TVA différenciée pour favoriser des réemplois, il faut le faire tout de suite. Dorothée. Moi, j'aimerais vous entendre, Madame la Ministre, sur la question de la comptabilité, bien sûr, parce que il a été proposé par la comptabilité nationale de travailler sur des coûts écologiques non payés. Et l'inscription de coûts écologiques non payés, ça rejoint ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, ça permet de faire bas les masques, excusez-moi du jeu de mots, bas les masques sur les externalités. Parce que entre les externalités positives développées par Julie et les externalités négatives qui viennent d'être évoquées, évidemment, il y a un monde. Enfin, là aussi, voilà. Donc, on ne peut pas rester dans cette affaire-là. C'est juste pas possible. Or, il y a donc ce CENP qui a été explicité par des comptables comme proposition pour la comptabilité nationale, qui peut être un outil de politique publique extrêmement fort, qui peut complètement donner l'orientation, rassurer, donner de la confiance pour l'avenir et donner en fait une boussole aux entreprises, aux ménages, aux administrations, parce qu'on verra comment ils traitent justement les coûts non payés et s'ils ont une dette ou pas. Olivia, la TVA, est-ce que vous aimez le chocolat, Olivia? Oui. Alors, est-ce que vous préférez le chocolat noir ou le chocolat au lait? Parce que si je vous pose la question, c'est que vous connaissez la règle. Le chocolat noir, tout comme les fèves de cacao et le beurre de cacao, est au taux réduit de 5,5%, exception faite des tablettes fourrées au taux normal de 20%. Et le chocolat au lait, lui, est soumis au taux normal. Mais le chocolat de ménage au lait, destiné à être fondu pour l'utiliser dans des pâtisseries, que la loi définit comme composé de 30% de matière sèche de cacao, est à 5,5%. Les bonbons au chocolat, qu'ils soient noirs, au lait ou blancs, sont eux taxés à 5,5%. Donc dans un pays qui est capable de faire de faire une TVA réduite sur 10 morceaux de chocolat différents, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne met pas en place une TVA réduite sur le chocolat bio et équitable? Alors déjà la liste... Désolé. Facile. D'abord la liste, pardonnez-moi, on n'en a pas le monopole. Alors soit on est européen pendant les élections européennes et on évite de l'être pendant 5 ans. Moi je suis européenne quand ça va et surtout quand ça va pas. Pardonnez-moi, ce sont des décisions européennes, c'est le fruit, c'est la liste exclusive des produits. Pardon ? Il y a des règles de cadrage qui sont européennes, mais chaque pays peut décider de mettre son chocolat noir ou son chocolat au lait à 5,5 ou à 20. Tout à fait. Et chaque pays a aussi la liberté de Bien mettre sûr. du chocolat Et bio d'ailleurs, équitable dans une TVA réduite, et les Allemands l'ont fait. Oui. Écoutez, à cette heure, on n'est jamais à l'abri, mais je ne suis toujours pas d'accord sur cet outil de TVA. Voilà. Et je vous le redis, je pense que ça n'est pas le bon outil pour booster le secteur. J'entends ce qu'a dit Fabrice Bonifay, j'entends les certitudes de chacun. J'ai aussi juste le droit pour l'instant d'avoir même pas ma certitude, mon point de vue. Je ne pense pas que ce soit l'outil le plus intéressant et qui permette la baisse du produit final directement dans la poche du consommateur. Je préfère peut-être essayer de plus soutenir, plus subventionner ou plus accompagner en crédit d'impôt, soyons fous, tout l'amont pour faire en sorte que vous diminuiez en aval le prix de vente, plutôt que de jouer sur cet item de TVA. Voilà. Okay. Après, je crois encore le droit de pouvoir avoir un point de vue divergent et ça rend les échanges intéressants. Mais je voudrais juste revenir sur la comptabilité pour pas donner le sentiment que je m'en échappe. Chacun prend la montagne de son côté. Et j'ai rejoint, entre autres, le groupe de François-Michel Lambert sur la comptabilité du Caire, mais je viens plutôt de l'autre côté. Et vous voyez, on se retrouve en haut de la montagne. Donc, comme quoi, on y arrive. Moi, je vous dirais que plutôt que d'aller... je suis sensible à la triple comptabilité, je suis sensible aux externalités négatives. Mais je suis globalement moins sensible à la punition d'abord et à la caresse après. Moi, je préfère qu'on essaye de promouvoir pour tous, déjà, des indicateurs, on se l'est dit sur le bonus-malus, mais, et je crois que Barbara, c'est un peu, Pompili, c'est un peu l'esprit aussi de son intervention de ce matin,
Le gros job qui nous attend, c'est quels critères éco-sociaux, gouvernance, pour pouvoir quantifier, notifier les boîtes et pour faire en sorte que, au même titre qu'aujourd'hui vous avez un rating bancaire, vous ayez, et là je vais être assez clair, à court terme, voire à très court terme, puisque l'Europe, c'est sa priorité 2021, pose un plan d'ESS et va poser une performance extra-financière européenne. Il est indispensable qu'on puisse avoir la performance extra-financière des entreprises pour pouvoir quantifier et voir leurs actions en matière d'ESG. Il y a plein de modèles qui tournent, vous l'avez dit. Il y a plein de bonnes idées. Et vous en avez rajouté une avec l'impact score que vous avez transmis. Moi, l'impact score, quand je le prends, il n'y a pas grand-chose qui me dérange ou qui m'ennuie ou qui ne me parle pas. Donc je prends un engagement là qui est tangible. L'impact score, et je l'ai dit, je vais vous recevoir, on va en parler. Il y a d'autres modèles qui tournent, mais je trouve que celui-ci est intéressant. Je pense qu'il est urgent aussi qu'on parvienne à faire imaginer comment aussi on informe les consommateurs de ces données extra-financières des entreprises. Et donc je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur comment on dépasse ce sujet qui, au moment où on se parle, est un sujet de comptabilité qui est traité à l'Europe en un sujet grand public. Quel outil on donne pour que les citoyens puissent aussi, comme ils le font avec certaines applis aujourd'hui, puissent contrôler, puissent vérifier la réalité des engagements ESG des entreprises. J'ai pas pu le dire en intro, donc je vais vous le dire en conclusion. C'est le R du secrétariat d'État qui m'a été confié, et c'est écrit noir sur blanc dans ma feuille de route. Et si je suis à Bercy, c'est pas parce que par hasard, c'est parce que c'est un des deux sujets fondamentaux sur lesquels le président et le Premier ministre souhaitent qu'on avance. La performance extra-financière, et que la France donne l'impulsion avant que l'Europe ne stabilise sa doctrine, parce qu'on sait que parfois ça peut être un peu long, que l'Europe donne l'impulsion. Donc la dernière proposition, je la prends et je propose à ceux qui l'ont écrit qu'on la challenge ensemble, mais que possiblement on la porte. Je pense que le nœud du sujet est là aussi. Excellent, merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions du public. Alors, dans les questions du public. Oui, merci beaucoup pour ce débat très animé. On a pas mal de questions. On ne va pas avoir le temps de les poser toutes, mais la première qui émerge, c'est pourquoi ne pas conditionner les 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production annoncés par le Premier ministre à des critères? Est-ce qu'on pourrait avoir un premier retour peut-être sur ce point? Alors, d'abord, je trouve que la question, elle est bien certaine. Je ne suis pas si sûr que la baisse d'impôt de production de 10 milliards n'aura aucun élément d'éco-conditionnalité. J'ai même plutôt l'impression qu'il y aura de l'éco-conditionnalité. J'ai même, allez, soyons dingues, le secret espoir qu'on ait peut-être un peu d'éco-socio-conditionnalité, parce que l'éco, oui, mais la socio, oui. La seule chose à laquelle il faut qu'on fasse gaffe, pour dire les choses prosaïquement, c'est qu'on baisse ces impôts de production, et tu le sais très bien, Emery, pour que notre coût du travail aussi en matière de productivité, on s'améliore un peu et que nos industries s'en sortent et qu'on arrive à mieux relocaliser. Il faut juste qu'on fasse gaffe aux fameux effets d'aubaine, c'est-à-dire à ce qu'on fait d'un côté, ça ne pète pas de l'autre. Mais je pense que c'est prévu, et je vous rappelle, sans avoir le droit de le déflorer, mais je vous rappelle quand même qu'au-delà de la baisse d'impôts de 10 milliards sur les impôts de production pour les entreprises, c'est plus de 30% du plan de relance sur des lignes purement écologiques. Je vous rappelle que 35 milliards, ce sera la compétitivité, et 30 milliards, ce sera du social. Donc si on regarde un peu le plan de relance, c'est un tiers écologie, un tiers compétitivité, un tiers emploi et social. Merci beaucoup pour ces précisions très précieuses. Et la deuxième question, c'est celle des lobbies. Du coup, vous parliez beaucoup de votre combat au niveau européen et de la difficulté à faire passer la taxe carbone. Quid du rôle des lobbies et comment arriver à surmonter leur influence? C'est une question qui est un peu large et qui est un peu récurrente, vous me l'accorderez. J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin. Là, c'est plus tellement des lobbies en réalité, c'est plutôt, il y a des postures souveraines et nationales. Et on sait qu'il y a quelques pays qui se comptent sur la moitié des doigts d'une main, qui bloquent pour des raisons
assez proche de celle que j'ai entendue au démarrage, pour le coup. Beaucoup de fiscales bizarroïdes, beaucoup de pratiques. Forcément, quand tu héberges un certain nombre de fiscalités qui ne sont pas forcément... bref, tu peux plus difficilement t'engager. Donc la question est assez simple, c'est comment on fait à 26 pour parvenir à dépasser le blocage de 3. C'est déjà une question que je posais en 2018, donc je ne vous cache pas que c'est un peu lassant au bout d'un moment. Après, vous savez, le truc qui est le plus complètement dingue, c'est que, encore faut-il être à l'unanimité pour voter la fin de l'unanimité. Et c'est comme ça qu'on se mord la queue depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça, moi je suis que secrétaire d'État à Bercy. Moi je veux bien aller à l'Europe pour faire sauter le truc, j'ai pas de problème, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je pense que la taxe carbone notamment, ou la taxe GAFA dont on a parlé, font partie des sujets sur lesquels notre ministre de l'économie sait pertinemment que si on ne bouge pas la règle, on n'y arrivera pas. Donc je pense que ça fait partie des choses qui, et je l'espère, vont bouger dans les 2-3 ans qui viennent. On a une nouvelle commission, une nouvelle présidente, c'est aussi l'occasion de faire changer les règles avant d'attendre que ça n'aille vraiment pas. Un grand merci. Merci à tous. Il va être temps de passer au vote. Je vais vous demander de rester encore ici un instant. On vient de débattre du coup de propositions qui vont être affichées à l'écran. On va vous demander de retourner sur Klaxoon avec le code d'accès 7289 USG pour nous aider à définir quelle est selon vous la proposition prioritaire de ce plan de relance parmi les 4 qui viennent d'être débattus. Les échanges étaient très riches, donc on compte sur vous pour prendre vos téléphones et nous aider à prioriser ce plan de relance. Donc instaurer un bonus-malus social et écologique assis sur des critères transparents, mettre en place un crédit d'impôt, innovation et transition sociale et écologique, rendre accessibles les produits socialement et écologiquement responsables en réduisant la TVA, donc la TVA réduite, et faire de l'Impact Score un indicateur transparent à l'image du Nutri-Score. Si jamais en régie, on peut aussi avoir les indicateurs devant, ce serait super pour nos intervenants. On vous laisse encore une dizaine de secondes pour faire ce choix et nous aider à prioriser. Et dès que la régie est prête et qu'on a des résultats, je pense que voilà, on laisse encore quelques secondes. Voilà, ça s'affiche. Et du coup, si ça peut aussi s'afficher sur les écrans, pareil, ce serait super. Mais donc, la proposition qui remporte la plus grande adhésion du public est celle de la TVA réduite au profit de produits socialement et écologiquement responsables, suivi par le bonus-malus social et écologique, et enfin, à ex aequo, le crédit d'impôt et la transparence. Olivia Grégoire, est-ce que vous voulez réagir à ce score et nous dire si vous vous engagez à faire avancer cette proposition avec nous? Mais moi, vous savez, j'ai un gros défaut. Hein. Je m'engage sur ce que je peux faire bouger. Je fais pas de la politique pour faire des claquettes. Je suis pas du genre à vous déclarer la fermeture d'une centrale nucléaire à 6 mois ou à 3 mois d'une élection présidentielle. Je suis plutôt du genre à essayer de faire ce que modestement j'arrive à faire. Sur la TVA, désolé, mais appelez Bruno Le Maire, je le connais, il est plutôt courageux, il viendra vous répondre. Moi, j'ai pas les bras assez longs aujourd'hui, je vous ai donné mon sentiment. Non sans courage d'ailleurs, quand je vois que j'ai 46%... voilà, mais après je comprends très bien les positions, c'est pas la mienne, et je ne sais pas aujourd'hui comment moi je porte ça. Je vais vous dire, et c'est pas grave, moi ce qui me rassure, c'est l'histoire du bonus-malus, et comme j'aime bien être un peu provocante, je vous dirais que c'est le dernier qui me plaît le plus, et je pense que le nerf de la guerre est en partie dans le dernier. Voilà. Et je pense que et sur l'impact score, et plus largement sur la notation et sur l'extra-financier des entreprises. Et j'embarque avec la triple comptabilité, la comptabilité CARE et les externalités négatives. Je pense qu'on a là véritablement un sujet qui peut faire bouger, puisqu'on parlait de fiscalité, c'est un sujet qui peut faire bouger la structure même de la finance. Donc vous vous engagez à faire de l'Impact Score un indicateur transparent à l'image du Nutri-Score avec nous? Je m'engage à éviter les raccourcis, parce que c'est pas un sujet de raccourcis. Le Nutri-Score, demandez à Olivier Véran, il a fallu un peu de temps. J'ai trop de respect pour l'environnemental, le social et le gouvernemental, pour vous dire qu'en 4 semaines, on va réussir à l'imposer à tous. Donc je voudrais qu'on se revoie, je voudrais qu'on l'évalue ensemble, je voudrais qu'on stabilise une liste sur laquelle on se met tous d'accord. Je voudrais qu'on embarque avec nous l'ensemble des acteurs, et non pas contre les acteurs, mais vous pouvez compter sur moi.
dans le peu de temps qui m'est imparti, ça va être une de mes priorités absolues. Un immense merci. On applaudit tous nos intervenants, s'il vous plaît. On vous remercie.